Ce 22 juin, le président américain Dwight Eisenhower est en tournée en Extrême-Orient. Dans moins de 6 mois, un certain John Kennedy va lui succéder. Au Canada, que gouverne le conservateur John Diefenbaker, on s'inquiète que les Américains nous incitent à entreposer des bombes atomiques. On est en pleine guerre froide. Les relations Est-Ouest sont tendues au maximum. On vit les suites de l'affaire de l'avion espion américain U-2 abattu au-dessus de l'URSS quelques semaines plus tôt. Ce qui n'arrange rien, c'est que Fidel Castro, au pouvoir à Cuba depuis un peu plus d'1 an, s'est rapproché du bloc soviétique. En avril de l'année précédente, il était passé à Montréal. La France, quant à elle, est déchirée par la guerre d'Algérie. 18 mois plus tôt, le pourrissement de la situation a mené le général de Gaulle au pouvoir. Le Québec, lui, est dirigé depuis à peine 6 mois par Antonio Barrette. Son parti, celui de l'Union nationale, se trouve au terme d'un mandat de 4 ans. Il a donc fallu déclencher des élections. L'Union nationale, en fait, est au pouvoir depuis pas moins de 16 ans. Son fondateur, Maurice Duplessis, a mis le Québec sous sa coupe en 1944. Avec plus de constance, de consistance et de stabilité. Maurice Duplessis, c'est un avocat qui est né en 1890 à Trois-Rivières et qui a été chef du Parti conservateur à Québec. Il y avait un Parti conservateur à Québec. Il est d'abord député de ce parti-là à partir de 1927, mais il est chef du Parti conservateur québécois de 1933 à 1935. Il va être élu premier ministre du Québec en 1936, là, sous l'Union nationale. C'est lui qui a créé ce nouveau parti-là, l'Union nationale, en 1936. Et là, il va être élu premier ministre de 1936 à 1939 et après ça, de 1944 jusqu'à son décès en 1959. Le gouvernement Duplessis affiche un profond conservatisme en matière économique, politique et sociale. Il appuie le grand capital américain ou canadien anglais, auquel il laisse le soin de développer le Québec en mettant l'accent sur l'exploitation des ressources naturelles. Défenseur de l'ordre établi, Duplessis combat le militantisme syndical. Pour lui, tout agent de changement social est un communiste. Il s'appuie sur les élites traditionnelles et le clergé pour encadrer la population. Nous sommes une société civile qui n'a que des organisations religieuses. On ne peut pas naître, étudier, travailler, se marier ou mourir en dehors de l'Église. Il faut absolument passer par l'Église. C'est la seule porte. Il ne faut pas oublier qu'encore là, c'est sous une influence extérieure que l'Église a pris charge du Québec. Elle a pris charge du Québec parce qu'elle a été chassée de la France au début du siècle, en 1903, que les curés, les religieuses et les frères sont partis de France, sont allés en Belgique, puis sont arrivés ici en disant « jamais plus on ne verra ce genre de choses, il faut faire du Québec une nouvelle France, la nouvelle fille aînée de l'Église, nous allons tout contrôler parce que ça n'a pas de sens de se laisser bouffer par les laïcs. » Donc, avec la complicité de M. Duplessis, on a subi cette chose. On parle souvent du règne de Duplessis comme étant le règne de la grande noirceur. En fait, c'est un journaliste qui a été le premier à utiliser cette expression-là pour qualifier le régime de Duplessis. Et le journaliste a écrit ça pour la première fois en 1939. Ça veut dire que c'était pour qualifier le premier terme de Duplessis de 1936 à 1939. Et l'expression va durer. On va l'utiliser pour qualifier la partie de 1944 à 1959 où il va être à nouveau premier ministre pour qualifier son régime, la grande noirceur. Mais le Québec a des côtés où il est très nouveau. La télévision arrive en 1952, c'est une ouverture sur le monde. Donc, il faut faire attention avec l'expression de la grande noirceur. C'est vrai et c'est pas vrai. Le Québec des années 50, industrialisé et urbanisé, contredit le Québec agricole et messianique que persistent à propager les duplessistes. Comme partout en Occident, l'agriculture québécoise n'est pas parvenue à se moderniser assez vite et assez profondément pour empêcher l'abandon graduel des terres.
Il y a des gens qui vont réagir, des intellectuels, entre autres. Hein? Il y a eu la Fondation Tissé Libre en 1950, avec, entre autres, Pierre Trudeau, Gérard Pelletier. Bon, il y a la maison d'édition L'Hexagone, hein, qui va arriver en 1952. Déjà, en 1948, il y avait eu le Refus global, hein, qui contestait violemment la société québécoise traditionnelle. Le Québec n'est pas mort sous Duplessis. Le Québec s'est pas écrasé sous Duplessis. Il y avait encore une vie qui était très riche, en particulier intellectuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Révolution tranquille est un sous-produit de la guerre. Ça a d'abord, évidemment, été une sorte de transformation américaine aux États-Unis. Il y a des individus qui avaient produit des maisons préfabriquées pour l'armée et qui se sont dit pourquoi on ne ferait pas ça pour les civils. Ils ont inventé les banlieues. Voyant les banlieues, quelqu'un s'est dit il leur faut un centre d'achat avec un parking. Ils ont inventé le centre d'achat. Tout ça nous a rejoint avec les drive-in, avec la musique et tout le reste, nous a rejoint lentement. Nous aussi, au Québec, nous avions été bouleversés par la guerre, c'est-à-dire que les femmes s'étaient mises au travail dans les usines, le pays s'était enrichi, et on peut dire que ça a continué à s'enrichir dans les années 50. Sauf que comme il y avait une espèce de couvercle politique, on ne se rendait pas compte que ici aussi ça évoluait. À la fin de son règne, en 1959, peut-être que la gestion de Maurice Duplessis est dépassée. Hein? On n'est plus à l'époque des rois nègres. On a développé ailleurs des techniques pour vivre décemment la démocratie. Le Québec tarde justement à devenir véritablement démocrate. Et en ce sens-là, on peut dire qu'à la fin de son règne, effectivement, Duplessis est dépassé. Au Canada, on voit la même fatigue chez King, qui est mort en 48-49, remplacé par Saint-Laurent, qui fait vraiment image de grand-père à travers le Canada. Et cette côté vieillot, rassurant, commence à aboutir, quand on arrive à la fin des années 50, aboutir à une demande de renouvellement. Et Diefenbaker arrive un peu comme une bombe, comme un renouvellement. Et on voit beaucoup de questions, si on prend la question de la nation, la question du drapeau, vient sur la table. Est-ce que le drapeau canadien doit être les deux nations fondateurs, les deux pays, disons le fleur-de-lys et le Jack, ou est-ce que ça doit être un nouveau symbole? On avait l'assurance maladie, on avait l'assurance pour les hôpitaux, deux grands blocs dans la structure, la construction de notre état de bien-être qu'on met en question maintenant, mais au temps de nos parents, c'était central à leur sens de ce que c'était la société canadienne. C'est-à-dire que on n'a pas eu une révolution tranquille dans le reste du Canada, mais si on regarde bien, l'État a bien changé. Le 7 septembre 1959, alors qu'il est en visite sur la Côte-Nord, Maurice Duplessis est foudroyé par une crise cardiaque. Déjà, au cours du dernier mandat de Maurice Duplessis, on peut sentir que ses troupes sont contaminées par un goût de changement, un désir de changement. Et quand Paul Sauvé lui succède, au mois de septembre 1959, on voit tout de suite qu'il est fringant, qu'il est désireux de changer les choses, de libérer, de donner un peu d'air au Québec qui étouffait et qui, d'ailleurs, le manifeste dès la mort de Duplessis, qu'il étouffe. Il n'exprime pas un deuil, il exprime de l'espoir. Que vous soyez libéraux, que vous soyez membre de l'Union nationale, que vous soyez nationaliste, à quelque mouvement politique que vous ayez appartenu, si vous voulez travailler au bien-être de la population de la province, si vous voulez travailler à la grandeur de la province de Québec, cette main que je tends, vous n'avez qu'à y poser la vôtre. Et tentez aussi longtemps que le geste sera fait en toute loyauté et en toute franchise, je dis, vous êtes les bienvenus chez nous et avec nous pour travailler ensemble au bénéfice de notre province. Sauvé avait un conseiller assez habile, probablement un publicitaire, je dirais, qui lui a proposé comme slogan immédiatement le mot « désormais ». Hein?
Et Sauvé s'est amené devant les journalistes en disant « désormais ». Or, à l'époque, désormais, c'est quelque chose de très fort par rapport à Duplessis, parce que Duplessis était très tourné vers le passé. Et son successeur nous dit « allons plutôt vers l'avenir ». Ben, c'est ce qu'on a compris à l'époque avec ce mot-là. Paul Sauvé est assermenté le 11 septembre 1959. Il prévient d'abord son cabinet. Désormais, ce ne sont plus ses ministres qui vont regarder travailler le chef, mais le contraire. Celui-ci va regarder travailler ses 20 ministres. À mon avis, la Révolution tranquille commence en 1959 avec la mort de Duplessis et le premier ministre Sauvé, qui, lui, entreprend de modifier le programme de l'Union nationale en empruntant progressivement aux libéraux une grande partie de leurs idées. Il est allé piger dans le programme des libéraux. C'était très astucieux de sa part. Et je dois dire que les troupes du Parti libéral étaient en panique parce qu'ils voyaient que tout était en train de leur échapper. Monsieur Sauvé était en train d'engager le mouvement que le Parti libéral voulait engager. Sauvé part au plus pressé. Il augmente les salaires des fonctionnaires, puis dépose d'importants projets de loi qui vont combler des besoins criants en matière d'éducation. Il fait aussi augmenter le salaire horaire minimum. Le 2 janvier 1960, la nouvelle éclate comme une bombe. Le premier ministre a succombé à une thrombose coronarienne. Les journalistes disent c'est M. Untel qui va le remplacer ou c'est M. Untel, il n'y a pas encore de femmes en politique. Hein? Donc, c'est un monde d'hommes et on évoque une série de noms. Bon, Joe Débégin, tout le monde y passe. Mais voyons voir. Et finalement, c'est Antonio Barrett, le député de Joliette, qui reçoit le mandat de succéder à Paul Sauvé. Et vite, on va voir qu'avec cet homme-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Cet homme-là est d'une mentalité traditionnelle. Là, le Parti libéral a repris du poil de la bête parce que M. Barrett n'était pas de la même trempe que M. Sauvé. Et puis, on sentait que là, le Parti libéral pouvait encore compter avoir le vent dans les voiles. Quand Georges-Émile Lapalme, qui dirige le Parti libéral du Québec depuis 1950, décide de passer la main en 1958, Jean Lesage, député fédéral du comté québécois de Montmagny à Ottawa depuis 1945, quitte le fédéral et prend sa place. La législature est dissoute le 27 avril suivant. Les élections générales sont fixées au 22 juin 1960. Jean Lesage s'est très tôt mis à la recherche de candidats de prestige. Il recrute un juriste, Paul Gérin-Lajoie, puis une star de l'information à la télévision, René Lévesque. Sitôt les élections déclenchées, le Parti libéral évoque un certain nombre de propositions. Hein? Il annonce que s'il est porté au pouvoir, on va avoir une assurance hospitalisation au Québec. On va faire une enquête sur les comptes publics, hein, parce que le Parti libéral soupçonnait l'Union nationale d'avoir, magouillé, d'avoir détourné de l'argent et tout. Donc, on promet déjà une enquête sur les comptes publics. On dit qu'on va sans doute toucher à l'éducation. Mais déjà, l'Union nationale, avec Antonio Barrett à sa tête, commence à dire que c'est un programme de gauchistes. Et on laisse même entendre que ça serait peut-être des communistes. Que quelqu'un comme René Lévesque, qui a déjà accueilli Castro à Montréal, quand Castro est venu, il y aurait peut-être des liens avec le Parti communiste, là, en Russie autant qu'à Cuba. On échappe des choses comme ça. Antonio Barrett annonce que si René Lévesque, après avoir perdu ses élections, retournait à Radio-Canada, le Québec, en signe de protestation, prendrait des mesures nécessaires pour avoir sa propre télévision d'État. Les Québécoises comptent pour 52 % de l'électorat. Le jour même de l'élection, la presse clame fièrement que la femme vote aujourd'hui selon ses convictions. C'est peut-être vrai que le 22 juin, les femmes ont voté selon leurs convictions et avec enthousiasme, comme d'ailleurs la plupart des gens qui avaient le droit de vote à cette époque-là. Mais c'était un moment dans l'histoire du Québec où chacun sentait, surtout grâce au programme et au débat qui avait précédé l'élection, que on participait à un événement d'importance
capital pour ce qu'on allait bientôt appeler l'État du Québec. Et je pense que dans les années qui vont suivre, les femmes vont se faire elles-mêmes une opinion et parvenir à appuyer des mesures politiques ou des projets politiques qui les intéressent. La publicité oppose les 3 L du Parti libéral, Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme et René Lévesque, aux 3 B de l'Union nationale, Antonio Barrette, Maurice Bellemare et Joe Débégin. La campagne est dure. On dirait une véritable guerre des tranchées. L'Union nationale a choisi comme slogan « Vers les sommets avec Barrette et l'Union nationale ». Chez l'adversaire, on proclame plutôt que « c'est le temps que ça change ». À mesure que l'on avance dans la campagne, l'impensable devient possible. Les sondages avancent que les libéraux ont le vent dans les voiles. Le dimanche précédant le jour du vote, les curés des diocèses de la province donnent lecture en chaire des recommandations de l'Église sur l'exercice du vote. Le texte finit sur ces mots. « Le bon Dieu, il faut que tout commence et finisse par lui. Priez-le qu'il inspire votre choix et qu'il anime votre élu de son esprit. » Le 22 juin 1960, à 9 heures précises, les bureaux de vote sont ouverts et ils vont le rester jusqu'à 18h30. N'importe qui peut voter pour l'Union nationale, tandis que pour devenir libéral, il faut absolument décider de laisser un autre parti, de laisser une autre idéologie pour se rallier à un parti bien défini. Et c'est pourquoi, lorsqu'il arrive que des gens qui jusqu'ici n'étaient pas reconnus comme des libéraux, se rallient cette année au Parti libéral, il y en a quelques cas, immédiatement, on les considère comme de grands convertis, même si la veille, c'était d'illustres inconnus, on essaie, dans les journaux, dans les discours ou par la publicité du parti, on essaie d'en faire des hommes extrêmement importants. Est-ce que l'Union nationale va faire des élections à la manière traditionnelle? Parce qu'on sait que dans le comté de Laurier, où se présente René Lévesque, sur le bulletin de vote, il y a 3 René Lévesque. Hein? Bon, parce qu'en fait, l'Union nationale rêvait de couler le vrai, tu sais, avec un fantoche quelconque. Fini le salissage des réputations, les gens n'y croient plus. Fini les achats de conscience. Les gens ne se laissent plus faire. Fini les opérations de violence. Le peuple est indigné. Les élections du 22 juin, là, vont être les dernières élections traditionnelles au Québec, hein, avec fier à bras. Dans certains coins, bâtons de baseball. Avec des télégraphes, hein, des gens qui votent sous de fausses représentations. Malgré ce que l'Union nationale a utilisé comme technique, les libéraux l'emportent quand même. C'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. Le 5 juillet 1960, Jean Lesage devient officiellement le 23e premier ministre du Québec. Son cabinet se compose de 15 ministres. On annonce la création de 3 nouveaux ministères. Le 7 juillet, c'est la quasi-création d'un ministère de l'Éducation dont Paul Gérin-Lajoie serait le titulaire. Le 10, Lesage annonce que son gouvernement verra à protéger le visage français du Québec. Le lendemain, le nouveau ministre de la Santé annonce qu'il a amorcé des pourparlers avec son vis-à-vis fédéral quant à l'assurance hospitalisation qui a déjà cours au Canada, sauf au Québec. Le 13 juillet, on crée un bureau de la trésorerie pour scruter les dépenses du gouvernement dont les montants dépassent les 15 000 $. Le 15, on annonce qu'à l'avenir, les chèques pour les versements de subventions seront envoyés directement à leurs destinataires sans passer par le député. On commence déjà à parler de la nationalisation des compagnies privées d'électricité. Dans le quotidien Le Devoir, Pierre Laporte écrit « Nous venons de vivre 30 jours qui ont ébranlé la province. »
On utilise depuis le début des années 60 l'expression « révolution tranquille » au Québec. Hein? Bon. En fait, ce sont des journalistes de langue anglaise à la tribune de la presse à Québec qui ont commencé à utiliser, à partir de 1961, le mot « Quiet Revolution » pour désigner ce qui se passait au Québec. Ce qu'eux-mêmes vivaient, au fond, hein, de ce dont ils étaient témoins, et ce qu'ils vivaient à Québec. Et là, ça va... Dans le monde, au Canada anglais, on va parler vite de Quiet Revolution. Il y a un journaliste du Globe and Mail, Tom Sloan, qui va publier un livre en 1965 qui s'appelle The Quiet Revolution, qui va être traduit en 1966 chez HMH, La Révolution tranquille, mais déjà, on avait commencé à traduire le terme au Québec. Je dirais qu'en français, probablement que dès 61 ou 62, on parle de Révolution tranquille au Québec, mais ce sont des journalistes anglophones qui ont inventé le terme. La fameuse Révolution tranquille va s'articuler autour de deux idéologies, le réformisme et le nationalisme. On crée, par exemple, la Caisse de dépôt. On va créer la Société générale de financement. Et ce sont là des outils qui vont amener le développement d'une économie proprement québécoise, hein, où, entre autres, les profits vont rester au Québec et ne seront pas amenés à l'étranger parce que le capital est étranger. Et voilà pourquoi on va parler d'État-providence. Nationalisme, ben ça se comprend. C'est pas la première fois que le Québec est nationaliste. Hein? Le Parti libéral, avec un homme comme René Lévesque, entre autres, Jean Lesage lui-même, ils vont exalter la fierté québécoise. Mais déjà, d'autres groupes poussent l'idée plus loin. En 1960, il y a un chimiste qui travaille pour le gouvernement fédéral, qui s'appelle Marcel Chaput, qui publie un travail incendiaire qui s'intitule « Pourquoi je suis séparatiste ». Un petit livre aux Éditions de l'Homme qui va se vendre $1 et ça va être un best-seller au Québec. C'est la première fois au Québec que quelqu'un publie un ouvrage vantant la nécessité de la souveraineté du Québec et qui va se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires. Hein? Bon. Et Marcel Chaput sait regrouper autour de lui une vingtaine d'intellectuels québécois, dont André d'Allemagne, pour créer un mouvement de sensibilisation à la nécessité de la souveraineté du Québec. Il va appeler ça le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et là, ces gens-là vont se promener dans toutes les régions du Québec, dans les collèges, hein, dans les séminaires. Moi, j'ai vu Chaput à Trois-Rivières qui donnait une conférence sur la nécessité de l'indépendance et pour justement sensibiliser la population à cette idée-là. En janvier 1962, le magazine Maclean publie les résultats d'un sondage sur la question. André Laurendeau, directeur du Devoir et maître à penser de l'époque, sent le besoin de se prononcer sur la question. Il y a eu plein de gens qui étaient des intellectuels ou des médecins ou des gens qui étaient dans la société et qui voulaient tout simplement une société civile. Il y a, au début des années 60, une réunion d'écrivains qui se préoccupe de littérature, mais aussi de la société, et qui constate que l'enseignement n'est pas conforme à ce que l'on souhaite. La façon dont on enseigne dans nos écoles québécoises est archaïque. On décide de former le mouvement laïque de langue française, qui remet en question toute l'hégémonie ecclésiale et demande que l'on ait des écoles ouvertes à tous, qui ne soient pas des écoles religieuses. Le gouvernement Lesage instaure la gratuité scolaire et la fréquentation scolaire devient obligatoire pour tous les enfants de moins de 15 ans. Le problème de l'éducation est criant au Québec en 1960. D'une part, les commissions scolaires ne dispensent en général l'enseignement que jusqu'à la 7e année. On sait que dans les milieux ruraux, particulièrement, très peu de gens dépassent la 6e année et que peu de mesures encouragent les jeunes, en particulier dans la société rurale et dans les familles ouvrières, à s'éduquer. Pour que le Québec se modernise, il fallait que le système d'enseignement se modifie profondément et que le système d'enseignement se modernise lui aussi. On prend le taureau par les cornes en instituant une commission royale d'enquête sur l'enseignement en avril 1961.
Monseigneur Alphonse-Marie Parent, alors vice-recteur de l'Université Laval, allait la présider. Étant donné l'importance qu'avait l'Église catholique dans le système d'éducation, c'était astucieux de nommer un clerc respecté à part de ça, hautement respecté comme président de cette commission d'enquête. Se joint à lui un homme très en vue, Gérard Filion, le directeur du Devoir. Nous avons siégé toutes les semaines, 2 jours par semaine, une semaine à Montréal, une semaine à Québec, et cela pendant 5 ans, sans déroger. Nous avons reçu, à l'époque, c'était beaucoup, 250 mémoires que nous avons étudiées sérieusement. Nous avions une petite équipe, c'était très minime. L'équipe de la commission Parent, c'était rien en comparaison des équipes des commissions d'enquête que j'ai vues par la suite. C'était rien. Nous n'avions qu'un secrétaire, 2 secrétaires associés, et puis c'était tout. Et puis un avocat qui nous servait de conseiller juridique. L'autre question qui préoccupe tout un chacun, c'est celle de la nationalisation de l'électricité. C'est René Lévesque qui a eu l'idée de la nationalisation de l'électricité. Et pourquoi c'est lui? C'est parce qu'il est originaire de la Gaspésie et il se rendait bien compte que dans les régions les plus éloignées du Québec, eh bien, les gens étaient très mal desservis. Hein? Il y avait des rangs entiers, par exemple en Gaspésie, qui n'avaient pas encore l'électricité au début des années 60. Et ce que j'avais à l'esprit, je me souviens que même avant d'accepter d'être candidat, j'en avais parlé avec M. Lesage à ce moment-là, au printemps de 60, c'était au moins qu'on regarde de très près une chose que moi j'avais comme souvenir de presque d'adolescent, du temps de Philippe Hamel, Chaloux, etc., la possibilité de finir l'Hydro-Québec et de prendre au moins ce domaine-là chez nous, où la production et le marché sont tous les deux devraient, dans tous les pays normaux, je pense, être sous le contrôle de la population, d'essayer d'explorer au plus vite ce domaine-là. L'idée n'était pas nouvelle. Cela était déjà chose faite en Ontario. Au Québec, le docteur Hamel menait une croisade là-dessus depuis les années 30. En 1962, René Lévesque parle à Jean Lesage et lui dit « Moi, je suis prêt à mettre ma tête sur le bio pour la nationalisation de l'électricité. » Lesage dit « Ça n'a pas de sens. » Et pourquoi il dit « Ça n'a pas de sens? » Parce que ça faisait 2 ans qu'on disait que les libéraux étaient des gauchistes et peut-être des communistes. Et Fidel Castro, ça faisait 2 ans qu'il nationalisait à Cuba. Et Lévesque a dit, voyons donc, il faut faire fi de ces accusations-là, puis nationaliser l'électricité. Lesage a dit à Lévesque, si le cabinet décide qu'on ne fait pas la nationalisation d'électricité, on n'offre pas la nationalisation d'électricité et vous allez devoir démissionner. Lévesque est arrivé à cette réunion-là très bien préparé. Il avait demandé un tableau noir, il avait tous ses chiffres en main, et ça a passé comme une lettre à la poste. Consensus. Il y avait un consensus sur la question de principe. Il s'agissait de savoir quand, comment, à quelles conditions, et enfin, devions-nous demander un mandat au peuple. Tout le cabinet se rallie à la nécessité de la nationalisation d'électricité. Mais ceci dit, tout le monde aussi se rallie, dont Jean Lesage et René Lévesque, à la nécessité de déclencher des élections générales là-dessus. Nous avons atteint la maturité politique. Nous sommes prêts maintenant pour la libération économique. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Le slogan du Parti libéral est « Maître chez nous ». Lesage déclare « L'ère du colonialisme économique est finie dans le Québec ». Une première a lieu dans les derniers jours de la campagne électorale. Le 10 novembre 1962, Jean Lesage et le chef de l'Union nationale, Daniel Johnson, qui a été élu à ce poste en septembre 1961, s'affrontent lors d'un débat télévisé. C'est une première au Québec. C'est M. Jean Lesage. Il nous faut nationaliser. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que plus nous retardons, plus ça peut être dispendieux. C'est essentiel, il faut que nous y allions dès maintenant.
Ce qui m'inquiète, moi, ce sont les chiffres. Le Parti libéral reçoit un mandat on ne peut plus clair de la population. Il est reporté au pouvoir avec 56% du suffrage. Tel que convenu, le gouvernement Lesage va travailler à la réalisation de la nationalisation. Au printemps suivant, à toutes fins utiles, l'opération sera terminée. Dans le cas de la Gaspésie, il y avait surtout de fournir le courant d'une façon, si vous voulez, efficace pour le développement industriel. Mais une chose qui a été permise par l'hydro, c'est la fourniture d'électricité à un prix qui permettait, par exemple, qu'à Chandler, il y ait le développement de la papeterie et que ça cesse de péricliter comme ça le faisait depuis longtemps, parce qu'il y avait une question de fourniture d'énergie. C'était pas le seul facteur, mais si celui-là n'était pas réglé, il n'aurait pas eu. À la même époque, la vie québécoise est troublée par un coup de tonnerre. La Commission Parent publie son premier rapport. L'autre grande réalisation du gouvernement Lesage s'esquisse. Nous avons proposé que le ministre de l'Éducation ait l'entière responsabilité à la fois du financement de l'administration et des programmes de l'enseignement, et que le Conseil supérieur de l'Éducation ne soit que consultatif. Donc, deuxième surprise à la sortie de cette première tranche du rapport, c'était que les évêques étaient balayés. Ils ne faisaient plus du tout partie du comité catholique. On proposait que le Conseil supérieur d'éducation ait un comité catholique et un comité protestant, mais formé d'une manière totalement différente et sans la place des évêques. Ça a été un choc dans l'épiscopat. Et je me rappelle encore Jean Lesage disant, un ministère de l'Éducation, en français, il a dit « over my dead body ». La simple idée qu'il y aurait un ministère de l'Éducation lui rentrait pas dans le crâne, ne rentrait dans le crâne de personne. Au terme de nombreux débats et consultations, le gouvernement Lesage accouche d'un ministère de l'Éducation. Le 19 mars 1964, Paul Gérin-Lajoie en devient le premier titulaire. Le grand mouvement de la démocratisation de l'enseignement est lancé. La base même de l'avenir du Canada français dans une Amérique du Nord anglo-saxonne, c'est un système d'éducation de toute première qualité, adapté aux exigences concrètes d'un monde moderne en Amérique du Nord. Il y a 1500 commissions scolaires au Québec à ce moment-là. Donc, c'est complètement dément, hein, et chacune a sa petite politique. Et là, la commission de parents a dit, on va faire le ménage là-dedans et on va en nommer 55 au Québec, dans l'ensemble du Québec. 55 commissions scolaires régionales. On va créer aussi des écoles secondaires, mais importantes, mais qu'on va finir par appeler des polyvalentes. Hein? Ça, c'est une chose, en 64. Mais la réforme de l'éducation ne fait que commencer. Hein? Après coup, les années passant, on va mettre sur pied les cégeps. Et, éventuellement, en 68, on va créer l'Université du Québec. Et ça va comme compléter la réforme scolaire. Ce qu'on a fait à l'époque, pendant ces 5, 6, 7 années-là de réforme scolaire, ces choses-là étaient tout à fait nécessaires. Entre-temps, au Canada, la question québécoise et celle du français continuent d'occuper bien des esprits. En février 1965, la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme, qui fait enquête depuis 4 ans au Canada, sent le besoin de sortir là un rapport préliminaire. Hein? Et pour dire quoi? Pour dire que le Canada est en train de traverser la plus grave crise de son histoire, que le temps presse et que cette crise-là est d'autant plus grave que les Canadiens d'expression anglaise sont même pas conscients de l'existence même de cette crise. Pour le reste du Canada, c'était un choc parce qu'ils n'avaient pas prévu une société bilingue et biculturelle, évidemment. Et d'avoir ça, disons, imposé, d'être obligé d'accepter, là encore, que la minorité québécoise allait s'imposer une langue à travers le Canada, ça grattait, ça faisait mal. En mars 1963, le Front de libération du Québec fait exploser ses premières bombes. Et on connaissait l'existence du FLQ, hein, parce qu'il y avait eu des communiqués, des mis ici et là, mais on ne croyait pas au Québec, puis ça a été la surprise, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à aller jusqu'à mettre des bombes pour la souveraineté du Québec, dans des boîtes aux lettres, dans des manèges militaires et des choses du genre. Ça a été vraiment la surprise, hein, générale au Québec. 6 semaines plus tard,
une bombe du FLQ fait une première victime en la personne d'un gardien de nuit, un M. William O'Neill, qui travaille dans un bureau de recrutement de l'armée canadienne. À la même époque, en mars 1963, le Rassemblement pour l'indépendance nationale devient un parti politique. La question du statut du Québec fait l'objet de prises de position de plus en plus nombreuses. Le professeur Pierre-Éliott Trudeau, par exemple, dénonce l'idéologie nationaliste dans Cité libre. Il écrit « La vérité, c'est que la contre-révolution séparatiste est le fait d'une minorité petite bourgeoise impuissante. » Le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque, estime quant à lui que le Québec devra songer à se retirer de la Confédération si on ne parvient pas à faire vivre les deux nations du Canada sur un pied d'égalité dans un régime fédératif. Daniel Johnson, chef de l'Union nationale, déclare à son tour que son parti n'écarte pas la solution de l'indépendance. Claude Ryan, éditorialiste au Devoir, se prononce en faveur de l'hypothèse canadienne. Il m'apparaissait préférable que le Québec continue à faire partie de l'ensemble politique canadien, mais moyennant des conditions, moyennant des changements qui permettraient de tenir compte davantage du caractère du système du Québec. Je trouvais que c'était une orientation préférable au séparatisme pur et simple et également au statu quo. En matière de politique sociale, en matière de politique d'éducation, en matière de politique de développement du territoire, le Québec devrait être le maître d'œuvre sur son territoire. Le gouvernement fédéral devrait s'occuper de tâches plus générales comme la politique étrangère, le commerce international, la défense du territoire. Il y avait amplement de quoi occuper le gouvernement fédéral, mais je réclamais que dans les domaines qui étaient plus proches de la vie quotidienne des gens, le gouvernement du Québec a une plus grande marge d'initiative à l'intérieur d'une fédération renouvelée. Jean Lesage annonce aussi ses couleurs. Il est résolument fédéraliste, mais, estime-t-il, le régime constitutionnel du Canada doit s'adapter aux conditions nouvelles. Et il continue de réclamer un statut particulier pour le Québec. À son avis, on réglerait ainsi une partie des problèmes du Canada. Le partage de la fiscalité est toujours l'objet de négociations ardues avec le gouvernement fédéral. Le 31 mars 1966, le premier ministre Lesage présente le budget pour l'année qui vient. 2 semaines plus tard, il déclenche des élections générales pour obtenir de la population un mandat précis qui le guidera dans ses négociations avec Ottawa en vue d'un nouveau partage de la fiscalité, précise-t-il. Au terme de la campagne, le gouvernement de la Révolution tranquille, celui de Jean Lesage, celui des René Lévesque, Georges-Émile Lapalme, Paul Gérin-Lajoie, Éric Kearns, Pierre Laporte, Claude Wagner et autres, est défait. Moins de 6 ans après avoir été porté au pouvoir, le 22 juin 1960. En juin 1966, le gouvernement du Parti libéral, le gouvernement de Jean Lesage, perd les élections. Mais entendons-nous. Le parti de Jean Lesage remporte 47 % des voix. Il finit deuxième. Le Parti de l'Union nationale, dirigé par Daniel Johnson, remporte 41 % des voix, 6 % de moins, et finit premier. En fait, c'est que la carte électorale du Québec était complètement dépassée, complètement désuète. Le gouvernement avait institué un très grand nombre de changements, en particulier dans les mesures sociales, dans la conduite des institutions, dans les méthodes électorales, dans l'enseignement. Et le milieu rural n'était pas prêt à absorber toutes ces réformes. Puis Daniel Johnson, à l'époque, qui était un homme astucieux, s'était rendu compte, il représentait une circonscription rurale, Bagotte, là, du côté de Saint-Hyacinthe, qu'il y avait du mécontentement dans tout ce secteur de la population. Puis il s'est dit, je vais faire une campagne comté par comté. Il avait commencé sa campagne dans le fond de la vallée de la Matapédia. Il y a une autre raison, c'est la présence, lors des élections, du Rassemblement pour l'indépendance nationale, dirigé par Pierre Bourgault. Pour la première fois, il y a un parti franchement souverainiste qui propose aux élections la souveraineté du Québec.
Et le RIN va chercher un 5-6 % des voix. Et on pense que ce 5-6 %-là, ce sont des voix qu'il a enlevées au Parti libéral. C'est pas des gens, on se dit, c'est pas des gens de l'Union nationale qui pouvaient voter pour la souveraineté. Ce sont plus des gens, des libéraux, un peu plus avancés que d'autres libéraux, qui ont décidé d'opter pour la souveraineté. M. Lesage avait un problème personnel à ce moment-là. Il s'était distancé de ses collègues beaucoup. Puis je l'avais senti, moi, parce que on causait avec eux. Puis on voyait là, que prenez René Lévesque n'était pas heureux dans l'équipe de M. Lesage. Gérin Lajoie n'était pas trop heureux non plus. Le programme de la campagne a été préparé là, sur le bord d'une table. J'ai été témoin de ça, moi. Ça n'a pas été préparé sérieusement. Puis M. Lesage sentait ces tensions-là. Puis il a tendu à s'isoler de ses collègues, puis il a fait la campagne tout seul. M. Lesage lui-même est devenu, comment dire, impatient avec les journalistes. À l'occasion même, il est arrogant, franchement. Et là, il n'a pas la presse. Hein? Le Parti libéral, là, cette fois-ci, n'aura pas la presse avec lui lors des élections de 66. C'est plus Daniel Johnson, très habile, qui va réussir à avoir les journalistes de son côté. Donc, on le voit, il y a plusieurs raisons à l'échec du Parti libéral en juin 1966. Dès son arrivée au pouvoir, Daniel Johnson tente de rassurer la population. La Révolution tranquille, affirme-t-il au lendemain du scrutin, n'est pas une invention libérale. Son parti dispose des forces vives en mesure de donner à cette révolution une nouvelle impulsion. La défaite du Parti libéral est d'abord et avant tout perçue comme celle d'un homme, Jean Lesage. Le siège de chef de l'opposition ne va pas convenir à ce gagneur et à beaucoup de ses coéquipiers. Son entourage des beaux jours se décompose. L'évêque et ses amis vont quitter le parti et fonder le mouvement Souveraineté Association, l'ancêtre du Parti québécois. La révolte gronde ailleurs dans le parti. Jean Lesage a présidé plus de 10 ans aux destinées du Parti libéral du Québec. Il démissionne en 1969. Il sort bientôt de l'actualité et entre dans l'histoire. Il incarnera à jamais l'homme de ce 22 juin 1960 où tout semblait possible. Dans le fond, la Révolution tranquille n'existe à peu près que dans nos têtes aujourd'hui. Moi, je me souviens très bien qu'à cette époque, en 1960, personne ne se rendait compte qu'on était en Révolution tranquille. On en avait assez de se comporter comme des enfants et d'être pris pour des enfants dans une société qui avait évolué sous l'emprise américaine, sous l'effet de la guerre, sous l'effet de l'enrichissement industriel. Nous avons une population plus instruite. Les gens ne se rendent pas compte de ça aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'au début de la Révolution tranquille, le pourcentage des Québécois qui se rendaient jusqu'à l'école secondaire était minoritaire. Jamais dans l'histoire du Québec, entre autres au 20e siècle, on avait en si peu d'années, qu'au moment de la Révolution tranquille, fait autant de choses politiquement, développé autant le Québec politique. En santé, par exemple, oui, il y a une réforme de santé qui est plus juste à l'égard de tout le monde. Mais il y a aussi le départ des institutions religieuses. Idem en éducation, les institutions religieuses disparaissent. Et ça se fait sans qu'on ait le moindre pincement de cœur. Et moi, les curés que je rencontre, les jésuites que je rencontre, les dominicains que je rencontre, les professeurs partout que je rencontre dans les années 60 viennent me voir pour me dire « je veux un job, une fille et sortir de l'Église ». Pourquoi? Parce que la société a éclaté, il n'y a plus de raison qu'ils se soumettent, et ont-ils la foi? Je me demande s'ils l'ont jamais eu. Les Québécois sont plus libres de leur mouvement, de leurs idées depuis la Révolution tranquille. Autrefois, la vie des Québécois était encadrée assez sévèrement, assez rigidement. Je pense que le climat dans lequel nous avons vécu ces années-là, c'est un climat d'euphorie. Parce que nous sentions que c'était possible de faire de grands changements. Et c'était possible de réorienter, je dirais, le Québec vers un nouvel avenir. On ne pourrait pas imaginer aujourd'hui ce que serait le Québec s'il n'y avait pas vécu la Révolution tranquille. Tout le monde a évolué à cette époque-là. Et quand ça bougeait ici dans les cégeps, ça bougeait aussi à Berkeley, ça bougeait à Paris. Il faut absolument se mettre dans la tête que le Québec n'est pas en dehors du monde. Encore aujourd'hui, nos tergiversations par rapport à l'indépendance du Québec ou pas
sont conformes à ce que tout l'univers se pose comme question à l'intérieur de la mondialisation. Nous ne sommes pas à l'abri du monde. Le 2 janvier 1960, la nouvelle éclate comme une bombe. Le premier ministre a succombé à une thrombose coronarienne. Et les journalistes disent c'est M. Untel qui va le remplacer, ou c'est M. Untel, il n'y a pas encore de femmes en politique. Hein? Donc, c'est un monde d'hommes et on évoque une série de noms. Bon, Joe Débégin, puis tout le monde y passe. Mais voyons voir. Et finalement, c'est Antonio Barrett, le député de Joliette, qui reçoit le mandat de succéder à Paul Sauvé. Et vite, on va voir qu'avec cet homme-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Cet homme-là est d'une mentalité traditionnelle. Là, le Parti libéral a repris du poil de la bête parce que M. Barrett n'était pas de la même trempe que M. Sauvé. Et puis, on sentait que là, le Parti libéral pouvait encore compter avoir le vent dans les voiles. Quand Georges-Émile Lapalme, qui dirige le Parti libéral du Québec depuis 1950, décide de passer la main en 1958, Jean Lesage, député fédéral du comté québécois de Montmagny à Ottawa depuis 1945, quitte le fédéral et prend sa place. La législature est dissoute le 27 avril suivant. Les élections générales sont fixées au 22 juin 1960. Jean Lesage s'est très tôt mis à la recherche de candidats de prestige. Il recrute un juriste, Paul Gérin-Lajoie, puis une star de l'information à la télévision, René Lévesque. Sitôt les élections déclenchées, le Parti libéral évoque un certain nombre de propositions. Hein. Il annonce que s'il est porté au pouvoir, on va avoir une assurance hospitalisation au Québec. On va faire une enquête sur les comptes publics, hein, parce que le Parti libéral soupçonnait l'Union nationale d'avoir, magouillé, d'avoir détourné de l'argent et tout. Donc, on promet déjà une enquête sur les comptes publics. On dit qu'on va sans doute toucher à l'éducation. Mais déjà, l'Union nationale, avec Antonio Barrett à sa tête, commence à dire que c'est un programme de gauchistes. Et on laisse même entendre que ça serait peut-être des communistes, que quelqu'un comme René Lévesque, qui a déjà accueilli Castro à Montréal, quand Castro est venu, il y aurait peut-être des liens avec le Parti communiste, là, en Russie autant qu'à Cuba. On échappe des choses comme ça. Antonio Barrett annonce que si René Lévesque, après avoir perdu ses élections, retournait à Radio-Canada, le Québec, en signe de protestation, prendrait des mesures nécessaires pour avoir sa propre télévision d'État. Les Québécoises comptent pour 52 % de l'électorat. Le jour même de l'élection, la presse clame fièrement que la femme vote aujourd'hui selon ses convictions. C'est peut-être vrai que le 22 juin, les femmes ont voté selon leurs convictions et avec enthousiasme, comme d'ailleurs la plupart des gens qui avaient le droit de vote à cette époque-là. Mais c'était un moment dans l'histoire du Québec où chacun sentait, surtout grâce au programme et au débat qui avait précédé l'élection, qu'on participait à un événement d'importance capitale pour ce qu'on allait bientôt appeler l'État du Québec. Et je pense que dans les années qui vont suivre, les femmes vont se faire elles-mêmes une opinion et parvenir à appuyer des mesures politiques ou des projets politiques qui les intéressent. Ce 22 juin, le président américain Dwight Eisenhower est en tournée en Extrême-Orient. Dans moins de 6 mois, un certain John Kennedy va lui succéder. Au Canada, que gouverne le conservateur John Diefenbaker, on s'inquiète que les Américains nous incitent à entreposer des bombes atomiques. On est en pleine guerre froide. Les relations Est-Ouest sont tendues au maximum. On vit les suites de l'affaire de l'avion espion américain U-2 abattu au-dessus de l'URSS quelques semaines plus tôt. Ce qui n'arrange rien, c'est que Fidel Castro, au pouvoir à Cuba depuis un peu plus d'1 an, s'est rapproché du bloc soviétique.
En avril de l'année précédente, il était passé à Montréal. La France, quant à elle, est déchirée par la guerre d'Algérie. 18 mois plus tôt, le pourrissement de la situation a mené le général de Gaulle au pouvoir. Le Québec, lui, est dirigé depuis à peine 6 mois par Antonio Barrette. Son parti, celui de l'Union nationale, se trouve au terme d'un mandat de 4 ans. Il a donc fallu déclencher des élections. L'Union nationale, en fait, est au pouvoir depuis pas moins de 16 ans. Son fondateur, Maurice Duplessis, a mis le Québec sous sa coupe en 1944. Avec plus de constance, de consistance et de stabilité. Maurice Duplessis, c'est un avocat qui est né en 1890 à Trois-Rivières et qui a été chef du Parti conservateur à Québec. Il y avait un Parti conservateur à Québec. Il est d'abord député de ce parti-là à partir de 1927, mais il est chef du Parti conservateur québécois de 1933 à 1935. Il va être élu premier ministre du Québec en 1936, là, sous l'Union nationale. C'est lui qui a créé ce nouveau parti-là, l'Union nationale, en 1936. Et là, il va être élu premier ministre de 1936 à 1939, et après ça, de 1944 jusqu'à son décès en 1959. Le gouvernement Duplessis affiche un profond conservatisme en matière économique, politique et sociale. Il appuie le grand capital américain ou canadien anglais, auquel il laisse le soin de développer le Québec en mettant l'accent sur l'exploitation des ressources naturelles. Défenseur de l'ordre établi, Duplessis combat le militantisme syndical. Pour lui, tout agent de changement social est un communiste. Il s'appuie sur les élites traditionnelles et le clergé pour encadrer la population. Nous sommes une société civile qui n'a que des organisations religieuses. On ne peut pas naître, étudier, travailler, se marier ou mourir en dehors de l'Église. Il faut absolument passer par l'Église. C'est la seule porte. Il ne faut pas oublier qu'encore là, c'est sous une influence extérieure que l'Église a pris charge du Québec. Elle a pris charge du Québec parce qu'elle a été chassée de la France au début du siècle, en 1903, que les curés, les religieuses et les frères sont partis de France, sont allés en Belgique, puis sont arrivés ici en disant « jamais plus on ne verra ce genre de choses, il faut faire du Québec une nouvelle France, la nouvelle fille aînée de l'Église, nous allons tout contrôler parce que ça n'a pas de sens de se laisser bouffer par les laïcs. » Donc, avec la complicité de M. Duplessis, on a subi cette chose. On parle souvent du règne de Duplessis comme étant le règne de la grande noirceur. En fait, c'est un journaliste qui a été le premier à utiliser cette expression-là pour qualifier le régime de Duplessis. La publicité oppose les 3 L du Parti libéral, Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme et René Lévesque, aux 3 B de l'Union nationale, Antonio Barrette, Maurice Bellemare et Joe Débégin. La campagne est dure. On dirait une véritable guerre des tranchées. L'Union nationale a choisi comme slogan « Vers les sommets avec Barrette et l'Union nationale ». Chez l'adversaire, on proclame plutôt que « c'est le temps que ça change ». À mesure que l'on avance dans la campagne, l'impensable devient possible. Les sondages avancent que les libéraux ont le vent dans les voiles. Le dimanche précédant le jour du vote, les curés des diocèses de la province donnent lecture en chaire des recommandations de l'Église sur l'exercice du vote. Le texte finit sur ces mots. « Le bon Dieu, il faut que tout commence et finisse par lui. Priez-le qu'il inspire votre choix et qu'il anime votre élu de son esprit. » Le 22 juin 1960, à 9 heures précises, les bureaux de vote sont ouverts et ils vont le rester jusqu'à 18h30. N'importe qui peut voter pour l'Union nationale, tandis que, pour devenir libéral, il faut absolument décider de laisser un autre parti, de laisser une autre idéologie pour se rallier à un parti bien défini. Et c'est pourquoi, lorsqu'il arrive que des gens qui jusqu'ici n'étaient pas reconnus comme des libéraux se rallient cette année au Parti libéral, il y en a quelques cas, immédiatement, on les considère comme de grands convertis, même si la veille, c'était d'illustres inconnus, on essaie, dans les journaux, dans les discours ou par la publicité du parti, on essaie d'en faire des hommes extrêmement importants.
est-ce que l'Union nationale va faire des élections à la manière traditionnelle? Parce qu'on sait que dans le comté de Laurier, où se présente René Lévesque, sur le bulletin de vote, il y a 3 René Lévesque. Hein? Bon, parce qu'en fait, l'Union nationale rêvait de couler le vrai, tu sais, avec un fantoche quelconque. Fini le salissage des réputations, les gens n'y croient plus. Fini les achats de conscience. Les gens ne se laissent plus faire. Fini les opérations de violence. Le peuple est indigné. Les élections du 22 juin, là, vont être les dernières élections traditionnelles au Québec, hein, avec fier à bras. Dans certains coins, bâton de baseball. Avec des télégraphes, hein, des gens qui votent sous de fausses représentations. Malgré ce que l'Union nationale a utilisé comme technique, les libéraux l'emportent quand même. C'est une victoire merveilleuse. C'est une victoire pour les jeunes, n'est-ce pas, qui sont libérés du manque de sécurité pour l'avenir. Le 5 juillet 1960, Jean Lesage devient officiellement le 23e premier ministre du Québec. Son cabinet se compose de 15 ministres. On annonce la création de 3 nouveaux ministères. Le 7 juillet, c'est la quasi-création de ministère de l'Éducation dont Paul Gérin-Lajoie serait le titulaire. Le 10, Lesage... Ou est-ce que ça doit être un nouveau symbole? On avait l'assurance maladie, on avait l'assurance pour les hôpitaux, 2 grandes blocs dans la structure, la construction de notre état de bien-être qu'on met en question maintenant, mais au temps de nos parents, c'était central à leur sens de ce que c'était la société canadienne. C'est-à-dire que on n'a pas eu une révolution tranquille dans le reste du Canada, mais si on regarde bien, l'État a bien changé. Le 7 septembre 1959, alors qu'il est en visite sur la Côte-Nord, Maurice Duplessis est foudroyé par une crise cardiaque. Déjà, au cours du dernier mandat de Maurice Duplessis, on peut sentir que ses troupes sont contaminées par un goût de changement, un désir de changement. Et quand Paul Sauvé lui succède, au mois de septembre 1959, on voit tout de suite qu'il est fringant, qu'il est désireux de changer les choses, de libérer, de donner un peu d'air au Québec qui étouffait et qui, d'ailleurs, le manifeste dès la mort de Duplessis, qu'il étouffe. Il n'exprime pas un deuil, il exprime de l'espoir. Que vous soyez libéraux, que vous soyez membres de l'Union nationale, que vous soyez nationalistes, à quelque mouvement politique que vous ayez appartenu, si vous voulez travailler au bien-être de la population de la province, si vous voulez travailler à la grandeur de la province de Québec, cette main que je tends, vous n'avez qu'à y poser la vôtre. Et tentez aussi longtemps que le geste sera fait en toute loyauté et en toute franchise, je dis, vous êtes les bienvenus chez nous et avec nous pour travailler ensemble au bénéfice de notre province. Sauvé avait un conseiller assez habile, probablement un publicitaire, je dirais, qui lui a proposé comme slogan immédiatement le mot « désormais ». Hein? Et Sauvé s'est amené devant les journalistes en disant « désormais ». Or, à l'époque, désormais, c'est quelque chose de très fort par rapport à Duplessis, parce que Duplessis était très tourné vers le passé. Et son successeur nous dit « allons plutôt vers l'avenir ». Ben, c'est ce qu'on a compris à l'époque avec ce mot-là. Paul Sauvé est assermenté le 11 septembre 1959. Il prévient d'abord son cabinet. Désormais, ce ne sont plus ses ministres qui vont regarder travailler le chef, mais le contraire. Celui-ci va regarder travailler ses 20 ministres. À mon avis, la Révolution tranquille commence en 1959 avec la mort de Duplessis et le premier ministre Sauvé, qui, lui,
entreprend de modifier le programme de l'Union nationale en empruntant progressivement aux libéraux une grande partie de leurs idées. Il est allé piger dans le programme des libéraux. C'était très astucieux de sa part. Et je dois dire que les troupes du Parti libéral étaient en panique parce qu'ils voyaient que tout était en train de leur échapper. Monsieur Sauvé était en train d'engager le mouvement que le Parti libéral voulait engager. Sauvé part au plus pressé. Il augmente les salaires des fonctionnaires, puis dépose d'importants projets de loi qui vont combler des besoins criants en matière d'éducation. Il fait aussi augmenter le salaire horaire minimum. Duplessis, et le journaliste a écrit ça pour la première fois en 1939. Ça veut dire que c'était pour qualifier le premier terme de Duplessis de 1936 à 1939. Et l'expression va durer. On va l'utiliser pour qualifier la partie de 1944 à 1959 où il va être à nouveau premier ministre pour qualifier son régime, hein, la grande noirceur. Mais le Québec a des côtés où il est très nouveau. La télévision arrive en 1952, c'est une ouverture sur le monde. Donc, il faut faire attention avec l'expression de la grande noirceur. C'est vrai et c'est pas vrai. Le Québec des années 50, industrialisé et urbanisé, contredit le Québec agricole et messianique que persistent à propager les duplessistes. Comme partout en Occident, l'agriculture québécoise n'est pas parvenue à se moderniser assez vite et assez profondément pour empêcher l'abandon graduel des terres. Il y a des gens qui vont réagir, des intellectuels, entre autres. Hein? Il y a eu la Fondation Tissé Libre en 1950, avec, entre autres, Pierre Trudeau, Gérard Pelletier. Bon, il y a la maison d'édition L'Hexagone, hein, qui va arriver en 1952. Déjà, en 1948, il y avait eu le Refus global, hein, qui contestait violemment la société québécoise traditionnelle. Le Québec n'est pas mort sous Duplessis. Le Québec s'est pas écrasé sous Duplessis. Il y avait encore une vie qui était très riche, en particulier intellectuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Révolution tranquille est un sous-produit de la guerre. Ça a d'abord, évidemment, été une sorte de transformation américaine aux États-Unis. Il y a des individus qui avaient produit des maisons préfabriquées pour l'armée et qui se sont dit pourquoi on ne ferait pas ça pour les civils. Ils ont inventé les banlieues. Voyant les banlieues, quelqu'un s'est dit il leur faut un centre d'achat avec un parking. Ils ont inventé le centre d'achat. Tout ça nous a rejoint avec les drive-in, avec la musique et tout le reste, nous a rejoint lentement. Nous aussi, au Québec, nous avions été bouleversés par la guerre, c'est-à-dire que les femmes s'étaient mises au travail dans les usines, le pays s'était enrichi, et on peut dire que ça a continué à s'enrichir dans les années 50. Sauf que comme il y avait une espèce de couvercle politique, on ne se rendait pas compte que ici aussi ça évoluait. À la fin de son règne, en 1959, peut-être que la gestion de Maurice Duplessis est dépassée. Hein? On n'est plus à l'époque des rois nègres. On a développé ailleurs des techniques pour vivre décemment la démocratie. Le Québec tarde justement à devenir véritablement démocrate. Et en ce sens-là, on peut dire qu'à la fin de son règne, effectivement, Duplessis est dépassé. Au Canada, on voit la même fatigue chez King, qui est mort en 48-49, remplacé par Saint-Laurent, qui fait vraiment image de grand-père à travers le Canada. Et cet côté vieillot, rassurant, commence à aboutir, quand on arrive à la fin des années 50, aboutir à une demande de renouvellement. Et Diefenbaker arrive un peu comme une bombe, comme un renouvellement. Et on voit beaucoup de questions, si on prend la question de la nation, la question du drapeau, vient sur la table. Est-ce que le drapeau canadien doit être les deux nations fondateurs, les deux pays, disons le fleur-de-lys et le Jack?